Il n'y a aucune raison pour que les cannibales et les tueurs en série existent, mais d'une manière ou d'une autre, ils le font. De Jeffrey Dahmer, qui violait et mangeait de jeunes garçons, à André Chikatilo, qui coupait et mangeait les parties génitales de ses victimes. Voici le pire de l'humanité. Pour commencer cette histoire, je me rendrai en Russie pour assister à la condamnation d'Andrei Romanovitch, alias l'Éventreur Rouge ou le Boucher de Rostov. Dites-moi, votre nom de famille est Chikatilo, n'est-ce pas? Andrei Romanovitch Chikatilo est né le 16 octobre 1936 dans un petit village du nom de Yabloknoye, dans l'Ukraine rurale, à une époque difficile. Les années 1930 ont été difficiles pour l'Ukraine, réputée pour être le grenier à blé de l'URSS. Les efforts de Staline pour rassembler les fermes ont rendu les choses encore plus difficiles, entraînant une terrible famine. Cette période difficile, associée au bombardement pendant la guerre avec l'Allemagne, a façonné la vie précoce de Chikatilo, remplie d'épreuves. Dites-moi, est-ce que c'est ukrainien? D'où vient-il? En ukrainien, on dit Chikatilo. Le 22 décembre 1978, Chikatilo a commis son premier meurtre connu. Il a attiré Lena Zakotnova, 9 ans, dans un hangar abandonné et a tenté de l'agresser sexuellement. Dans sa lutte pour la maîtriser, il finit par la taillader avec un couteau et éjacule, révélant ainsi le lien troublant entre les actes violents et le plaisir sexuel qui marquera ses crimes futurs. Bien qu'un témoin oculaire ait vu Chikatilo avec la victime avant sa disparition, sa femme lui a fourni un alibi solide qui l'a tenu à l'écart du radar de la police. Un autre homme, Alexandre Kravchenko, qui avait déjà été condamné pour viol, a été contraint d'avouer le crime lors d'un interrogatoire musclé et a été exécuté en 1984 pour le meurtre de Lena. Après avoir frôlé la catastrophe, Chikatilo n'a plus enregistré de victimes pendant 3 ans. Confronté à des allégations de maltraitance d'enfants et incapable de trouver un autre emploi d'enseignant après avoir perdu son poste à l'école minière au début de 1981, il a travaillé comme employé de bureau dans une usine de Rostov. Cet emploi lui a permis de cibler de jeunes victimes au cours des 9 années suivantes. Raconte-moi quand tu étais enfant, est-ce que tu aimais la gentillesse? Je ne sais pas si j'aimais ça. Personne n'était gentil avec moi. La victime suivante de Chikatilo, Larissa Tkachenko, 17 ans, a été tuée le 3 septembre 1981 d'une manière brutale, par strangulation et coups de couteau, suivi d'actes perturbateurs pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il a continué à cibler les fugueurs des deux sexes dans les centres de transport et à les conduire dans des zones forestières isolées, où il les agressait, tentait de les violer et les mutilait à l'aide d'un couteau. « J'ai grandi pendant la guerre. Personne n'était gentil. Nous voulions seulement survivre. Personne n'était gentil. » Certaines victimes ont eu les organes sexuels dévorés ou d'autres parties du corps enlevées, comme le nez ou la langue. Au début, il infligeait souvent des blessures aux yeux, pensant que cela empêcherait ses victimes de le voir même après la mort. Mon frère aîné Stepan a été capturé par des cannibales et mangé pendant la famine de masse. Ma mère me disait toujours « Ne sors pas de notre jardin, Stepan a été mangé et ils te mangeront aussi. » Malgré les efforts déployés pour appréhender le tueur, les attaques se sont interrompues pendant un certain temps, ce qui a conduit la police à supposer que le coupable avait peut-être été arrêté pour d'autres délits, qu'il était en prison ou qu'il était décédé. Cependant, au début de l'année 1988, Chikatilo a repris ses meurtres, se concentrant principalement sur les jeunes garçons dans les lieux publics. J'ai déjà traversé toutes les étapes de l'enfer dans ma vie. Sous la pression croissante des médias et du public, la police a augmenté les patrouilles générales en se concentrant sur les zones susceptibles d'attirer le tueur. Bien qu'il ait échappé de justesse à la capture à plusieurs reprises, Chikatilo a finalement été repéré par des agents en patrouille le 6 novembre 1990, après son dernier crime. Son comportement suspect a suscité des inquiétudes, ce qui a permis de l'identifier et de le placer sous surveillance en raison de son arrestation antérieure en 1984. Je suis déjà prêt à retourner dans l'autre monde. Chikatilo a été arrêté le 20 novembre 1990 à la suite d'un comportement plus suspect, refusant initialement d'avouer les meurtres. Cependant, après avoir permis à un psychiatre, le docteur Bukhanovsky, qui avait établi son profil psychologique, de s'entretenir avec lui sous prétexte de comprendre scientifiquement son esprit, Chikatilo s'est ouvert. Il a raconté ses crimes en détail, allant même jusqu'à conduire les autorités à des cadavres non découverts auparavant.
Il a admis avoir ôté la vie à 56 victimes, bien que 53 seulement aient pu être confirmés de manière indépendante, dépassant les 36 cas initialement attribués aux tueurs en série par la police. Peut-être faites-vous de mauvais rêves? Avec tous ces troubles psychosexuels et autres conneries, les médecins ont influencé mon cerveau et l'ont réparé. Déclaré mentalement apte à être jugé, Chikatilo a comparu devant le tribunal le 14 avril 1992, enfermé dans une cage de fer pour le séparer des familles des victimes. Connu dans les médias sous le nom de « le maniaque », son comportement au tribunal allait du désintérêt à l'errance, y compris en chantant et en parlant de manière absurde. À un moment donné, il se serait exhibé dans la salle d'audience. Mais quoi qu'il fasse, une chose était claire. Les familles des victimes voulaient sa tête. Elles n'ont pas manqué de l'attaquer verbalement. La mère des victimes crie « Qu'as-tu fait? Vous êtes un meurtrier. Donnez-le-nous, nous-mêmes !» C'était tellement grave qu'ils ont dû le garder en cage, pour sa propre sécurité. Cependant, on peut entendre la rage et la douleur qui émanent de la salle d'audience. Il était enfermé dans une grande cage de fer dans la salle d'audience, afin de le protéger de la rage des parents des victimes. Il n'a jamais pu s'asseoir à une table et converser avec ses avocats, comme l'aurait fait un accusé occidental. Ses parents voulèrent sa mort. Pour ne rien arranger, Chikatilo n'avait aucun remords. Il reprochait à la nature de l'avoir rendu impuissant et de l'avoir poussé au meurtre. C'est complètement fou, si je puis dire. Le procès, qui a duré jusqu'au mois d'août, a été marqué par la partialité apparente du juge, qui a souvent rejeté la défense de Chikatilo. Malgré cela, le verdict a été retardé jusqu'au 15 octobre 1990, date à laquelle Chikatilo a été reconnu coupable de 52 des 53 chefs d'accusation de meurtre. Mais hélas, la longue main de la justice l'a rattrapé et il a été condamné à mort pour chaque meurtre. Faire lever les défendeurs, faites-le se lever. Ce tribunal vous condamne à la peine de mort. Vous comprenez? Fraude, fraude, comprendre. Emmenez-le, fraude, fraude. L'appel de Chikatilo a fait valoir que le jugement sur son état mental était préjudiciable, mais il n'a pas abouti. 16 mois plus tard, le 14 février 1994, il a été exécuté d'une balle dans la nuque. Le cas suivant est celui d'un homme populaire dont les crimes vous feront bouillir le sang. Il ne s'agit pas seulement de meurtre et de cannibalisme. Il s'agissait aussi de racisme et des failles de notre système judiciaire et de nos forces de l'ordre. Ne me fais pas chier, Jeffrey. Je vais te tuer, putain. Regarde-moi, enculé. Je vais te tuer, putain. Vient ensuite l'affaire du monstre de Milwaukee, également connu sous le nom de Jeffrey Dahmer. Dahmer est un célèbre tueur en série et délinquant sexuel américain né le 21 mai 1960. Entre 1978 et 1991, Dahmer a commis des actes de violence effrayants, avouant le meurtre de 17 jeunes hommes. Ces méthodes effroyables comprenèrent le viol, le démembrement, la nécrophilie et même le cannibalisme. On ne peut vraiment pas faire pire. Je me suis désensibilisé. Malgré une enfance apparemment ordinaire, Dahmer s'isole de plus en plus et devient de plus en plus antisocial en grandissant. Il est le mal absolu, mais vous ne le sauriez jamais en le regardant. Après la séparation de ses parents cet été-là, Dahmer se retrouve seul dans la maison familiale. Saisissant l'occasion, il a mis en pratique les idées noires qui le hantaient. J'avais des désirs et des pensées obsessionnelles et je voulais les contrôler. Je ne sais pas comment le dire, les posséder de façon permanente. En 1978, 3 semaines seulement après avoir terminé ses études secondaires, Dahmer a tué sa première victime. Il a rencontré un autostoppeur nommé Steven X et l'a persuadé de venir chez lui. Lorsque X a tenté de partir, Dahmer l'a frappé avec un haltère de 10 livres, puis l'a étranglé. Après l'événement tragique survenu avec X, Dahmer a commencé ses études à l'université de l'État de l'Ohio, mais les a abandonnées après un seul trimestre en raison de ses problèmes d'abus d'alcool. C'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Lorsque vous dépersonnalisez une autre personne et que vous la considérez comme un simple objet, un objet de plaisir au lieu d'un être humain vivant et respirant. Il s'est ensuite engagé dans l'armée américaine et a reçu une décharge honorable, comme le rapporte le New York Times. De retour dans l'Ohio, pour vivre avec son père et sa belle-mère, Dahmer continue à avoir des problèmes d'alcool. Il finit par s'installer chez sa grand-mère dans le Wisconsin, où il doit faire face à des problèmes d'emploi et à des démêlés avec la justice,
notamment des arrestations pour attentat à la pudeur et troubles de l'ordre public. J'ai toujours su que c'était mal. En novembre 1987, Dahmer a pris une autre vie en droguant un homme nommé Steven Tuomi, ce qui a conduit à un violent incident au cours duquel Dahmer a prétendu n'avoir aucun souvenir des événements. C'est le début d'un schéma inquiétant. Il recherche activement des individus à attirer et à tuer. En 1991, ses victimes s'élevaient à 17 hommes et garçons. Le premier meurtre n'était pas prévu, je revenais du centre commercial en 78. J'avais fantasmé sur le fait de prendre un autostoppeur, de le ramener à la maison et d'avoir un contrôle et une domination totale sur lui. En juillet 1991, Dahmer a incité 3 hommes à poser pour des photos de nus en leur proposant de l'argent. L'un d'eux, Tracy Edwards, a accepté l'offre et a accompagné Dahmer à son appartement. Une fois sur place, Dahmer a menotté Edwards et l'a menacé avec un couteau, exprimant son intention de manger son cœur. Il a mis le couteau sous mon aine, vous savez. Et puis, c'est comme s'il me jaugeait, vous savez, en regardant les différentes parties de ma poitrine, des choses comme ça. Et puis, il m'a dit que tu allais être aussi belle pour moi. Edwards réussit à se libérer en se défendant, en poussant Dahmer au sol et en s'échappant par la porte d'entrée qui n'était pas fermée à clé. Je me suis donc levé et je l'ai frappé à la tête. Il était assis exactement à la même place que vous, et il avait la tête tournée sur le côté. Alors je l'ai frappé. Montre-moi ici. Je l'ai frappé ici, et sa tête s'est retournée, et en me relevant, je lui ai donné un coup de pied au visage, parce que je suppose qu'il ne savait pas que j'avais aussi de l'expérience dans les arts martiaux. Il a rapidement attiré l'attention de 2 policiers de Milwaukee qui les ont ramenés au domicile de Dahmer. En entrant dans l'appartement, les policiers ont découvert un tiroir rempli de photos Polaroid représentant des corps humains dans différents états de démembrement. Lorsque Dahmer a tenté de s'enfuir en voyant les photos incriminantes, les policiers ont réussi à le retenir et à l'arrêter. Le règne du mal a pris fin, mais les cicatrices de ce qu'il a fait ont été laissées à tous les habitants de la planète. Avez-vous déjà pensé que ce frère, ce neveu, cet oncle, ce cousin, ce petit-fils ou simplement cet ami pouvait être quelqu'un d'autre? J'espère que tu pourras faire face à ce que tu as fait. J'essaie de le faire, tu m'as presque détruite. Par la suite, le 22 juillet 1991, Dahmer a fait des aveux complets aux autorités, admettant un total de 17 meurtres, comme l'a rapporté le Los Angeles Times. Il a été inculpé de 4 homicides volontaires au premier degré le 25 juillet, puis de 8 autres meurtres le 6 août et de 3 autres le 22 août, soit un total de 15 meurtres dans le Wisconsin. En septembre 1991, Dahmer a d'abord plaidé innocent et fou en raison d'une maladie mentale. Mais il a ensuite modifié son plaidoyer en le transformant en coupable mais fou en janvier 1992. Le docteur Holly Schiff, psychologue cité dans A&E True Crime, explique qu'en choisissant de plaider l'aliénation mentale, Dahmer a dû prouver aux jurés, qui devaient être au moins 10 sur 12, qu'il n'était pas sain d'esprit au moment des crimes. Néanmoins, les familles des victimes n'ont pas manqué de manifester leurs griefs lors des déclarations d'impact. Il a détruit le bébé de la famille, et j'espère que vous irez en enfer. L'une des plus mémorables est la déclaration d'impact de la sœur aînée d'Errol Lindsay. « Gère, quel que soit ton nom, Satan, je suis en colère. C'est comme ça que tu agis quand tu es hors de contrôle. Je ne veux plus jamais voir ma mère traverser cela. Jamais, Jeffrey. Jeffrey, je te déteste. Putain, je te déteste. » Vous pouvez sentir sa rage. Je la sens aussi. Ne me fais pas chier, Jeffrey. Je vais te tuer, putain. Regarde-moi, enculé. Je vais te tuer, putain. Le procès s'est ouvert le 30 janvier 1992 et les plaidoiries finales ont été présentées le 14 février de la même année. En fin de compte, Dahmer a été jugé sain d'esprit et ne souffrant pas de troubles mentaux au moment où il a commis les meurtres. Il a été reconnu coupable de 16 chefs d'accusation de meurtre et condamné à 16 peines de prison à perpétuité. Après avoir été transféré à la Columbia Correctional Institution de Portage, dans le Wisconsin, à la suite de son procès, Dahmer n'a pas passé beaucoup de temps derrière les barreaux. Le 28 novembre 1994, à l'âge de 34 ans, il a été attaqué et battu à mort par un autre prisonnier. Une fin bien méritée pour un homme diabolique. Le cas suivant est aussi douloureux que celui de Jeffrey Dahmer. Si douloureuse que les mots ne peuvent traduire l'émotion ressentie par le père de la victime. Terry, 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 Terry.
La douleur de la perte d'un être cher est inimaginable. Mais les criminels comme Michael Madison s'en moquent. Cet homme malade a assassiné 3 femmes, Angela Deskins, Shetisha Shiley et Sherry Linda Terry, de la manière la plus horrible qui soit. Aujourd'hui, dans la ville de East Cleveland, Ohio, la police a inculpé de meurtre un délinquant sexuel enregistré. Michael Madison, né le 15 octobre 1977, est un tueur en série et délinquant sexuel américain condamné, originaire d'East Cleveland, dans l'Ohio. Son règne de terreur s'est étendu sur une période de 9 mois en 2012 et 2013, au cours de laquelle il a ôté la vie à au moins 3 femmes. Mais il ne pouvait pas fuir indéfiniment. Le système judiciaire l'a rattrapé en 2013, ce qui a conduit à son arrestation. C'est un appel concernant une mauvaise odeur qui a conduit la police à cette maison et à ce garage abandonné. 2 des corps ont été retrouvés ici. La 3e victime a été trouvée dans un champ envahi par la végétation à environ 100 mètres de là. Les événements glaçants se sont déroulés le 19 juillet 2013 lorsque les autorités ont répondu à des rapports faisant état d'une odeur inquiétante émanant d'un garage loué par Madison. Elles ont trouvé à l'intérieur un corps en décomposition. Le lendemain, d'autres horreurs ont été commises. 2 autres corps ont été découverts, l'un dans une arrière-cour et l'autre dans le sous-sol d'une maison abandonnée. Chaque victime, identifiée comme Shetisha Shiley, Angela Deskins et Shirelda Helen Terry, a été enveloppée dans du plastique et retrouvée à une distance de 100 à 200 mètres l'une de l'autre. Cette affaire était si grave que le maire a dû donner une conférence de presse. En tant que communauté, nous faisons face à une tragédie. Nous guérissons et nous sommes forts. La police, munie d'un mandat de perquisition, a ensuite découvert d'autres preuves de décomposition dans l'appartement de Madison. Après une impasse au domicile de sa mère, Madison s'est rendu pacifiquement à la police. La nature effroyable de ces crimes fait écho aux meurtres impitoyables commis par Anthony Sowell, condamné pour le meurtre de 11 femmes dans un appartement de Cleveland. Peu après son arrestation, des groupes de voisins se sont mobilisés pour rechercher d'autres corps. Des contreplaqués ont été retirés des fenêtres et des portes de 40 maisons saisies, afin de procéder à une recherche pièce par pièce. Heureusement, grâce à Dieu, aucune autre victime n'a été trouvée hier. Les victimes, dont Shiley, Deskins et Terry, avaient été portées disparues pendant plusieurs périodes avant que leur destin tragique ne soit révélé. Mais peu après son arrestation, le 22 juillet 2013, Madison a été formellement inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre aggravé. Sa caution a été fixée à la somme astronomique de 6 millions de dollars et il a choisi de renoncer à son droit à une audience préliminaire. Toutefois, la saga judiciaire de Madison a pris une tournure plus dramatique le 31 octobre 2013 lorsque son avocat, David Grant, a plaidé non coupable à la suite d'un nouvel acte d'accusation. Ce nouvel acte d'accusation comprenait des charges de meurtre aggravées à motivation sexuelle, les procureurs requérant la peine de mort. Michael Madison, délinquant sexuel condamné, a de nouveau plaidé non coupable devant le tribunal du comté de Cuyahoga. Cette mise à jour de l'acte d'accusation était une mesure que Grant avait anticipée, même s'il avait tenté de l'empêcher. L'acte d'accusation actualisé est un document volumineux de 14 chefs d'accusation, allant du meurtre aggravé à l'enlèvement, en passant par les sévices graves sur un cadavre, le viol et la possession d'armes par un criminel condamné. Le passé trouble de Madison en tant que délinquant sexuel, ainsi que ses antécédents en matière de drogue, ont encore compliqué la procédure judiciaire. Eh bien, il est de mon devoir de vous informer de vos droits de procéder à cette mise en accusation. Le procès s'est ouvert le 4 avril 2014 et le 5 mai 2014, Madison a été déclaré coupable. Le jury n'a pas perdu de temps pour rendre son verdict, passant moins d'une journée à délibérer avant de prononcer des verdicts de culpabilité pour les 13 chefs d'accusation. Malgré ce résultat, Madison est resté inflexible, informant le tribunal de son intention de faire appel de la décision auprès de la Cour suprême de l'Ohio. Après avoir enlevé, violé et tué, vous avez continué à maltraiter les cadavres de ces victimes. Vous les avez déshabillés jusqu'à la taille, vous les avez pliés en 2, vous les avez attachés de telle sorte que leurs pieds soient près de leurs oreilles. Le 20 mai 2014, le jury a recommandé que Madison soit condamné à la peine de mort. Cette recommandation a été confirmée le 2 juin 2014, lorsque la juge Nancy R. McDonnell, du tribunal de première instance de Cuyahoga, a officiellement condamné Madison à la peine capitale. Cependant,
La procédure de condamnation a pris une tournure surprenante lorsque Madison a été vu en train de sourire dans la salle d'audience. Oui, un sourire en coin. Cet étalage d'arrogance a provoqué une explosion d'émotion chez Van Terry, le père de l'une des victimes, qui s'est jeté sur Madison dans un accès de rage. Mais pour être honnête, peut-on lui en vouloir? Comment allez-vous, votre honneur? Mon nom est Van Terry, père de Sherry-Linda Terry. Pour l'instant, je suppose que nous sommes censés, dans nos cœurs, pardonner ce clown. Vous avez touché notre famille, vous avez pris mon enfant. Il reste là, comme s'il réfléchissait à son prochain plan d'action. Puis, d'un geste rapide, il plonge vers Michael. Van Terry est très blessé et il pleure. Encore une fois, je vous demande si vous pouvez lui reprocher ses actes. Voici son interview sur CNN. Pourquoi avez-vous fait cela? Je ne me souviens pas l'avoir fait. C'était un cas de deuil et j'ai craqué. La Cour suprême de l'Ohio a récemment interrompu l'exécution de Michael Madison, qui était prévue pour mai 2020. Ce report fait suite à une requête déposée en décembre par les avocats de Michael Madison en vue de faire annuler sa condamnation, une démarche habituelle dans les affaires de peine de mort. Quoi qu'il en soit, Michael passera le reste de sa vie en prison, tout comme les criminels de l'affaire suivante qui ont traité un autre être humain comme un simple esclave. Il a été prouvé hors de tout doute lors du procès qu'il s'agissait d'un meurtre sadique. Enfin, nous nous rendons en Angleterre pour une affaire des plus malsaines et des plus tordues. La victime a été brûlée à l'eau chaude, victime de trafic sexuel, et des asticots ont été trouvés sur son corps. Cette affaire est la quintessence du mal. 3 personnes, Ashana Studholm, Sean Pendlebury et Lisa Richardson, ont été accusées de la mort horrible de Shakira Spencer, une mère qui a enduré des souffrances inimaginables dans sa propre maison à Ealing, dans l'ouest de Londres. À Ealing, l'année dernière, l'appel d'un habitant inquiet qui n'avait pas vu sa voisine depuis un certain temps a permis de retrouver le corps d'une femme. Le corps a ensuite été identifié comme étant celui de Shakira Spencer, 38 ans, décrite comme une belle âme qui s'intéressait profondément aux gens. Pendant une période prolongée, Studholm, Pendlebury et Richardson ont soumis Spencer à des abus incessants, décrits par le juge comme une orgie de violence. Ils ont exploité sa vulnérabilité, l'ont forcé à la servitude, l'ont obligé à nettoyer leur maison et à faire des courses à toute heure, tout en la soumettant à des tourments physiques et émotionnels. Il s'agit de Shakira Spencer, âgée d'une trentaine d'années et mère de 2 enfants. C'était Shakira après la campagne d'abus. Leur cruauté ne connaît pas de limite. Ils ébouillantent les pieds de Spencer et lui font manger du ketchup en sachet, la dépouillant de sa dignité et de sa liberté. Cette campagne de torture s'est terminée tragiquement par la mort de Spencer, dont le corps a été abandonné dans un placard. Ashana Studholm, qui était enceinte au moment des faits et qui a accouché en prison. Son ancien petit ami, Sean Pendlebury, et leur amie, Lisa Richardson. Ils l'ont tué ensemble et ont laissé son corps battu et brûlé au chalumeau pour qu'il se décompose dans la chambre de son enfant. Autrefois décrite comme belle, heureuse et en bonne santé, la vie de Spencer a été tragiquement interrompue, son corps ayant été réduit à l'état de squelette en raison des abus incessants qu'elle a subis. L'attaque était si grave qu'aucune cause précise de décès n'a pu être établie. Mais l'autopsie a révélé des blessures écrasantes à l'oreille, des coupures au cuir chevelu et des brûlures aux pieds. Vous êtes arrêté car vous êtes soupçonné du meurtre de Shakira Spencer. Le corps de Madame Spencer, en état de décomposition avancée, a été retrouvé environ 2 semaines après sa mort, après que des voisins ont vu des asticots s'échapper de son appartement. La police métropolitaine a révélé que Shakira Spencer connaissait les 3 individus depuis un certain temps, leurs relations s'enchevêtrant dans un réseau complexe. Mais en moins d'1 an, elle s'est retrouvée complètement sous leur emprise. Ils ont finalement été arrêtés. Les détails de l'abus étaient si malsains que même sa famille n'arrivait pas à y croire. Cela ressemble à un film d'horreur multiplié par 10, comme si vous n'arriviez pas à croire que c'était réel. Vous pensez que quelqu'un invente jusqu'à ce que vous assistiez au procès et qu'il n'y ait aucun remords. Rien. Ces personnes ne sont pas ceux que l'on pourrait appeler des humains. C'est démoniaque. Le point culminant de son tourment est atteint lors d'une violente agression entre le 9 et le 12 septembre 2022. Pendlebury et Studholm l'ont ensuite laissée chez elle, où elle est décédée tragiquement dans un placard moins d'1 semaine plus tard. Sa mort est passée inaperçue
jusqu'à ce que des voisins remarquent un essaim d'asticots provenant de son appartement, ce qui a conduit à la découverte macabre de son corps décomposé. Le jour du jugement, le juge n'a pas hésité. Les niveaux de brutalité étaient tout à fait exceptionnels et la souffrance de Shakira était extrême. Des images de vidéosurveillance ont montré les accusés en train d'utiliser sa carte de crédit pour acheter des produits de nettoyage, en essayant d'effacer toute preuve de leur implication. En outre, des messages trouvés sur leur téléphone contenaient des vidéos montrant Madame Spencer blessée, tandis que d'autres riaient. Lors de l'audience de vendredi, le fils de Madame Spencer a qualifié le trio responsable de la mort de sa mère de cruel et diabolique. Elle a été torturée, réduite en esclavage, affamée et forcée à se prostituer, le tout aux mains de ceux qu'elle considérait comme ses amis. Il a fait part de son angoisse, racontant les cauchemars et l'anxiété qu'il vivait quotidiennement, incapable de se débarrasser de l'image obsédante de la souffrance de sa mère. Il s'est interrogé sur le manque de compassion des accusés et a déploré leur trahison, affirmant qu'ils avaient laissé sa mère mourir seule, se sentant mal aimée. Le juge Rafferty a déclaré que le fils de Madame Spencer avait décrit le déchirement causé par le meurtre de sa mère. Il n'a jamais pu lui dire au revoir et l'idée qu'elle soit morte seule et qu'elle se sente mal aimée est une chose à laquelle il pensera toujours, elle a déclaré. Devi Karan, procureur général, s'est fait l'écho des sentiments de la famille et des amis de Madame Spencer, reconnaissant les souffrances qu'elle a endurées. Il a insisté sur le contrôle tordu et sadique exercé par Pendlebury, Studholm et Richardson pendant une longue période, exprimant l'espoir que la condamnation offrirait un semblant de justice aux proches de Madame Spencer. La loi m'oblige à fixer une peine minimale que vous devez purger avant que votre libération ne soit envisagée. Ce n'est pas votre peine. Votre peine sera l'emprisonnement à vie. Le point de départ d'une peine minimale pour un meurtre comme celui-ci est fixé par la loi à 30 ans. Au cours d'un week-end de septembre 2022, Shakira Spencer a subi les pires sévices de la part de ses agresseurs, comme l'a montré leur procès. Ils l'ont ébouillantée avec de l'eau bouillante, ont utilisé un briquet et une bombe aérosol comme torche grossière pour lui brûler le visage, et l'ont frappée à plusieurs reprises à la tête avec un objet contondant. Après cette horrible épreuve, ils l'ont emmenée chez elle, où ils l'ont laissé mourir dans un placard. Plus tard, ils ont déplacé son corps dans un lit superposé, où il a été laissé à l'abandon. Les images de Shakira, avant qu'elle ne tombe sous votre influence, la montrent pleine de vie, en bonne santé et souriante. Elle est méconnaissable à la fin. Le juge est visiblement ébranlé alors qu'elle poursuit. Émaciée, brisée, tous ceux qui l'ont regardée seront forcés de l'oublier. La séquence CCTV de Shakira essayant de se murer sur des pieds ébouillantés au milieu de la nuit. La juge Rafferty a critiqué Pendlebury et Richardson pour leur manque total de compassion ou de remords à l'égard de Shakira. Elle a noté leur refus d'assumer leurs responsabilités et leur tentative de se rejeter mutuellement la faute, ne montrant aucun signe de regret. En ce qui concerne Studholm, la juge l'a décrite comme une personne agressive et manipulatrice, ne souffrant d'aucune maladie mentale. Elle a également souligné les mensonges de Studholm aux agents de probation et son absence de remords. Vous, Pendlebury, vivez dans son appartement tandis qu'elle dormait dans un abri à vélo. Vous, Studholm, a commencé par être un ami, mais a fini par être le pire ennemi que l'on puisse avoir. Vous, Richardson, n'avez montré à Shakira qu'un mépris et un accord exceptionnel. En parlant de Pendlebury, le juge Rafferty a reconnu son faible niveau d'intelligence, mais s'est concentré sur sa participation active à la torture de Shakira. En outre, le père de Shakira, Lloyd Camacho, a décrit sa fille comme étant vulnérable, dépeignant la profonde douleur de sa famille. La mère de Shakira, Mergia Spencer, a quant à elle comparé les agresseurs à des animaux sauvages, soulignant leur absence de remords. « Levez-vous tous les trois. La peine pour meurtre est fixée par la loi et est une peine à perpétuité. Je vous condamne tous les trois à la prison à vie pour le meurtre de Shakira Spencer. Il y aura 5 ans d'emprisonnement concomitant pour le deuxième chef d'accusation. Veuillez comprendre que vous ne serez peut-être jamais libérés. » Ils ont finalement été condamnés à la prison à vie et à un minimum de 34 ans d'emprisonnement.